Après avoir introduit la notion de porosité totale, nous allons maintenant nous intéresser aux processus qui contrôlent les écoulements en zone non saturée et en zone saturée. Nous commençons par la zone non saturée, également appelée ZNS. Étant en présence de trois phases, la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse, les processus en zone non saturée impliquent de tenir compte de la tension superficielle qui se manifeste entre l'eau et l'air. La tension superficielle est la force qui existe à l'interface entre deux phases. Elle tend à réduire la surface de contact. Entre un liquide et un gaz, elle se manifeste par la formation de gouttes. La tension superficielle entre l'air et l'eau, sigma RO, est exprimée en newtons par mètre et correspond au travail à faire pour séparer une unité de surface du contact entre les deux phases. Elle présente une valeur de 0,073 newtons par mètre pour une eau à 20 degrés Celsius. À la notion de tension superficielle est associée celle du mouillage, à l'interface entre trois phases. Le mouillage statique d'un liquide sur un solide désigne la forme que prend le liquide à la surface du solide. La qualité du mouillage d'un liquide sur un solide est le degré d'étalement du liquide sur ce solide. On parle de mouillage total lorsque le liquide s'étale totalement et de mouillage partiel lorsque le liquide forme une goutte sur le solide. L'angle de contact, noté ici θ, permet de quantifier la qualité du mouillage. Il résulte de l'équilibre entre les trois tensions superficielles qui existent entre l'air et le solide, le fluide et le solide, et entre l'air et le fluide. Les propriétés de mouillage dépendent du fluide et de la surface de contact, qui peut être hydrophile ou hydrophobe, si on s'intéresse à l'eau en particulier. Dans un tube très fin, un fluide mouillant peut subir des forces d'attraction plus importantes que celles de la gravité, qui permettent une ascension du liquide au sein de ce tube. Sans entrer ici dans tous les processus associés à la capillarité, la loi de Jurin permet de caractériser la hauteur d'ascension capillaire au sein d'un tube de rayon R. La hauteur d'ascension est proportionnelle à la tension superficielle existant entre l'air et l'eau, ainsi qu'au cosinus de l'angle de contact, et est inversement proportionnelle au rayon du tube capillaire. En milieu poreux, les pores peuvent être associés à un réseau de tubes capillaires, ce qui implique une remontée de l'eau au sein des pores par capillarité. Cela s'appelle une frange capillaire. Plus les pores sont fins, plus la hauteur de la frange capillaire est grande. On peut illustrer ce processus à l'aide de maquettes de sable. Ici, avec du sable de Fontainebleau et du sable fin ordinaire. L'ajout de sable sec au-dessus d'un niveau de sable saturé en eau provoque de manière immédiate et évidente une ascension de l'eau située en surface de la zone saturée vers la zone non saturée, ce qui implique une baisse du niveau d'eau dans la maquette. Le volume d'eau aspiré par capillarité est retranché au volume de la zone saturée. Ici, la forme que prend ce nouveau niveau de saturation est incurvé, le niveau étant plus bas vers le centre de la maquette. Cela est lié aux effets de bord. En effet, il est plus difficile de faire baisser le niveau sur le bord car les compartiments d'eau libre maintiennent un apport d'eau sur les côtés, alors qu'au centre, l'apport d'eau par les bords est moins marqué et le niveau baisse de manière plus franche. Ce qui se passe dans les deux maquettes est comparable, le sable de Fontainebleau étant très fin et le sable ordinaire étant mélangé avec un peu d'argile. Cet effet est beaucoup moins marqué si l'on prend du sable grossier, mais toujours visible. Dans ce cas, la frange capillaire est beaucoup plus petite et on ne retrouve pas l'effet de bord précédent. Pour conclure sur cette partie,
Il faut retenir que la capillarité est un processus qui se produit quand on est en présence des phases solides, liquides et gazeuses. Pour ce qui nous concerne ici, ce processus n'existe qu'en zone non saturée, en présence d'air. Au niveau de la transition entre zone non saturée et zone saturée, une partie de l'eau est attirée au sein de la frange capillaire, qui est d'autant plus grande que les pores du milieu sont petits. Si vous avez bien suivi ce qui précède, vous avez compris que la capacité de rétention capillaire d'un milieu poreux conduit à immobiliser une part de l'eau dans le milieu quand celui-ci est en contact avec l'air. Ceci implique qu'en zone non saturée, l'espace disponible pour stocker de l'eau ou pour la restituer par drainage est réduit par rapport à la porosité totale à cause du processus de capillarité. Quand un milieu poreux est soumis à des phases de saturation-désaturation en alternance, le paramètre qui détermine la capacité de stockage de ce réservoir s'appelle la porosité de drainage. On la définit comme le rapport entre le volume d'eau drainé sous l'effet de la gravité et le volume total. Enfin, pour bien marquer que la porosité de drainage est inférieure à la porosité totale, on peut également écrire que la porosité de drainage est égale à la porosité totale ôtée de la capacité de rétention capillaire ou volume d'eau capillaire sur le schéma, qui correspond à la teneur en eau minimum θmin. Notez qu'on néglige ici la part du volume d'eau lié associé au solide sur une fine pellicule de surface par d'importantes forces d'absorption. Afin d'illustrer la porosité de drainage, on peut prendre l'exemple d'une éponge, comme celle-ci. Si on la plonge entièrement dans une bassine d'eau et qu'on la presse fortement en la laissant s'ouvrir sous l'eau pour bien saturer tous ses pores, on observe qu'en la sortant de l'eau, elle se vide d'une toute petite part de l'eau qu'elle contient. L'eau ainsi écoulée par gravité quantifie l'espace de stockage disponible restant après utilisation des pores par le processus de capillarité. On appellera cet espace de stockage disponible la porosité de drainage. La majeure partie de l'eau est en effet retenue dans l'éponge par capillarité. On peut s'en rendre compte en pressant l'éponge. Voici le volume d'eau qui était retenu par capillarité. Vous pouvez noter qu'il reste encore de l'eau dans cette éponge. Elle n'est pas complètement sèche. Ce volume d'eau est plutôt associé au processus d'adsorption sur le solide, soit l'eau liée évoquée précédemment. Nous allons maintenant quantifier la porosité de drainage au sein des billes de verre. Pour cela, il suffit de compter combien d'eau on récupère en vidant la maquette. Tout d'abord, nous partons d'un niveau d'eau assez haut en ayant arrêté l'écoulement. On attend que le niveau d'eau soit complètement stabilisé et on mesure la hauteur du niveau d'eau, ici dans les compartiments de bord. Nous avons 26,7 cm, ce qui correspond à H-ini, la hauteur d'eau initiale. Ensuite, à l'aide d'une éprouvette graduée, nous allons vider une partie de la maquette et compter combien de volume nous récupérons. Dans cet exemple, nous avons récupéré 5 litres et la hauteur d'eau à la fin de l'expérience, notée H fin, est de 9,6 cm. Pour estimer la porosité de drainage, il faut déterminer sur la maquette ce qui correspond au volume total. Ce volume est contenu dans le parallélépipède rectangle au sein des billes de verre entre H-ini et H fin. Il se calcule en multipliant A par C par H-ini moins H fin, ce qui donne ici un volume total de 9154 cm3.
Concernant le volume drainé, il correspond au volume récupéré auquel on retranche le volume des bords. Le volume récupéré étant de 5000 cm3 et le volume des bords étant donné par 2 fois B fois C fois H' moins H fin, le volume drainé est ici de 3496 cm3. Nous trouvons pour les billes de verre une porosité de drainage de 38%, ce qui est assez proche de la porosité totale de 42%, mais légèrement en dessous. Pour conclure sur cette partie, la porosité de drainage correspond au volume qui peut être drainé par gravité sur le volume total. Elle est égale à la porosité totale ôtée de la capacité de rétention capillaire du milieu. Plus les pores sont fins, plus la porosité de drainage est réduite, liée à une forte capacité de rétention capillaire. Ce paramètre permet de quantifier la capacité de stockage dans le milieu pour une eau nouvelle qui s'infiltre. Après avoir décrit les notions de porosité totale, de teneur en eau et abordé le processus de capillarité qui se produit en zone non saturée, nous avons maintenant assez d'éléments pour étudier les processus qui contrôlent l'infiltration d'eau vers la zone saturée. Pour cela, nous nous appuierons sur un profil de teneur en eau en fonction de la profondeur depuis la surface du sol. Dans ce profil, nous distinguons l'étage du sol, entre 0 et 2 mètres de profondeur environ, dans lequel la roche est altérée et associée à de la matière organique, et l'étage du sous-sol, constitué de la roche non altérée. Au sein de ces deux horizons, le paramètre appelé θmin sur le graphique représente la teneur en eau minimum, qui est donnée par la capacité de rétention capillaire du milieu poreux. Cela signifie que, en dehors des périodes sèches où la chaleur peut amener un stress hydrique, surtout dans le sol, le milieu poreux contient toujours au moins l'eau qui est retenue par capillarité. Comme les propriétés du sol et du sous-sol diffèrent, la valeur de ce paramètre est variable entre les deux milieux, ce qui s'observe ici sur le profil de teneur en eau à l'état initial, avant l'arrivée d'une pluie. Par ailleurs, on observe également dans le sous-sol la transition entre la zone non saturée, ZNS, et la zone saturée, ZS, à partir de laquelle des flux horizontaux vont se produire au sein de l'aquifère. Au sein de la ZS, la teneur en eau est égale à la porosité totale de la roche, ce qui signifie bien que l'eau occupe tout l'espace des vides. Au début d'un événement pluvieux, la teneur en eau dans le sol commence à augmenter. Compte tenu de la forte capacité de rétention du sol, l'eau se stocke dans ce réservoir sans forcément descendre plus bas. En période estivale, l'eau stockée provisoirement est reprise par évapotranspiration et le profil de teneur en eau peut reprendre sa forme initiale. En hiver, si l'événement pluvieux est suffisamment intense ou cumulé à d'autres événements, la teneur en eau du sol augmente progressivement jusqu'à saturer celui-ci. À partir de ce moment-là, toute eau ajoutée en surface peut soit ruisseler en surface, soit s'infiltrer dans le sous-sol, pour la majeure partie des cas. Une quantité d'eau non négligeable peut s'infiltrer dans le sous-sol, conduisant à une teneur en eau en profondeur qui dépasse la capacité de rétention capillaire. À ce moment-là, l'eau contenue dans la ZNS peut descendre le long du profil. Le mouvement vertical de l'eau peut être assez long en fonction de la distance à parcourir, des propriétés du milieu poreux
et de son degré de saturation. Dans certains milieux, ce trajet s'effectue même en plusieurs années, ce qui induit une grande inertie du système hydrodynamique. À un moment donné, l'eau infiltrée dans la ZNS arrive à la ZS, ce qui induit une remontée du niveau de la surface libre, car la ZS contient maintenant plus d'eau. On peut également parler de la recharge de l'aquifère. De manière découplée dans le temps, le sol peut être amené à se vidanger entre deux événements pluvieux, jusqu'à revenir à une teneur en eau minimum. Afin d'illustrer une partie de ce que nous venons de voir de manière théorique, on peut regarder ce qu'il se passe quand on verse de l'eau sur un sable sec initialement. On voit bien ici qu'une grande partie de l'eau versée est retenue par capillarité, avant de pouvoir s'écouler vers les compartiments qui reçoivent l'eau libre. Cette quantité d'eau retenue, avant de pouvoir s'écouler dans le milieu, correspond à la capacité de rétention capillaire du milieu. Sur le sable de Fontainebleau, la rétention capillaire est très élevée. Par contre, pour les billes de verre, la rétention capillaire est nettement plus faible et ne bloque pas le processus d'infiltration. Ici, l'eau versée en surface descend rapidement vers la ZS et fait monter le niveau de la surface libre, associé à une recharge de l'aquifère. Pour conclure sur cette partie, l'eau qui arrive en surface est d'abord stockée dans le sol et peut être reprise par évapotranspiration. Quand la réserve en eau du sol n'est pas utilisée, plutôt en période hivernale, l'eau qui arrive peut s'infiltrer plus bas. Elle transite alors de manière verticale au sein de la zone non saturée jusqu'à atteindre la limite de la zone saturée et constitue alors une recharge à l'aquifère.